Alors Slap City, c'est une ancienne base militaire qui a servi de camp d'entraînement pour la Seconde Guerre mondiale, qui a été démantelée dans les années 50. Et de ce démantèlement restent les slabs, c'est-à-dire les grandes dalles de béton qui étaient les fondations des baraquements militaires. Ça se situe dans le désert de Sonoran, en Californie. Et peu après le démantèlement de la base militaire, des militaires sont restés squatter l'espace, rapidement rejoints par des travailleurs saisonniers qui venaient vivre là alors qu'ils travaillaient dans les plantations. Et c'est les débuts en fait de ce campement de marginaux ou de personnes qui viennent, qui sont épris d'un désir de liberté et qui viennent vivre dans le désert, puisque la particularité de cet espace, c'est qu'il n'y a aucune infrastructure, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. C'est vraiment un no man's land. Et les gens qui vivent là sont quasiment aussi en situation de survie, puisqu'ils doivent assurer leur propre autonomie, être autonomes en eau, en électricité, pouvoir se ravitailler. Et en fait, c'est un endroit qui se trouve toujours enclavé dans une base militaire en activité, qui sert de camp d'entraînement pour les Marines qui sont envoyés au Moyen-Orient, parce que c'est la même typologie de désert. Donc c'est un endroit extrêmement particulier, puisque il y a un grand mélange de populations très hétéroclites qui vont de hippies qui sont peut-être arrivés là dans les années 70-80 à des jeunes qu'on appelle les dirty kids qui ont été un peu fascinés par le film de Sean Penn, Into the Ride, qui s'est en partie tourné là et qui viennent un peu sur ce lieu emblématique d'une forme de liberté, puisque c'est le dernier territoire libre des États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut venir s'y installer sans rien payer. Donc voilà un petit peu brièvement ce territoire très, très contrasté et en même temps très, très fascinant. En fait, moi, j'avais vu un documentaire de Gianfranco Rossi qui m'avait vraiment marqué déjà dans le rapport quotidien de survie dans lequel étaient les habitants de Slap City. Et puis cette confrontation au désert qui est quand même, quand on vit sur place, on se rend compte à quel point c'est assez violent, le désert. Et moi, tout mon travail photographique ou filmique est traversé par cette confrontation entre l'homme et le paysage, ou aussi par des stratégies de survie, comme j'ai pu l'aborder à Mayotte, aux Comores ou à Calais, en travaillant avec des personnes clandestines. Et donc il y a 3 ans, j'ai entrepris de vraiment faire des recherches sur ce lieu avant de pouvoir m'y rendre. Et ce qui m'intéressait, c'était, bon, il y a ce contexte historique de base militaire, mais surtout de cette base militaire actuelle qui me permettait d'être finalement très proche de questions géopolitiques et de la politique militaire américaine, de sa politique étrangère. Et ça me semblait assez intéressant d'être au contact de personnes qui, pour certaines, avaient voulu se mettre à l'écart du monde, se mettre à l'écart de la société et finalement se retrouver en lisière d'enjeux politiques et militaires américains. Et puis il y a aussi, on est à 1 heure de la frontière mexicaine, donc c'est un endroit en fait qui moi m'intéresse beaucoup rien que par sa géographie.
Et surtout, un des autres aspects qui m'intéressait, c'est que c'est une partie de la Californie qui a été énormément photographiée par Dorota Alonge pour la FSA pendant les années 30. Et donc, qui a beaucoup documenté les conséquences de la Grande Dépression. Et notamment, voilà, toute cette population qui avait dû migrer d'Oklahoma, par exemple, vers la Californie, qui vivait dans des baraquements ou des campements au milieu du désert. Et pour moi, il y a une résonance, un écho contemporain dans la précarité dans laquelle peuvent être une partie des slaveurs, avec justement la Grande Dépression. Et parmi les slaveurs que j'ai rencontrés, il y a des personnes qui se sont retrouvées sans logement suite à la crise des subprimes. Donc pour moi, c'est une façon aussi, à partir des gens, de pouvoir aborder soit des aspects de la société américaine, de sa politique, de son histoire et de l'histoire de la photographie. Comment dire, il y a un imaginaire qui a été vraiment nourri par la littérature, par le cinéma, par la musique. Et donc, un imaginaire qui est aussi rattaché à la mobilité, c'est-à-dire tous ces gens sur la route qui peuvent aller d'endroits de campement en campement. Donc c'est le cas par exemple de Michael qu'on voit ici, qui était en fait son histoire elle est assez intéressante parce que c'est un vétéran, un jeune vétéran qui a servi 3 ans en Irak et en Afghanistan. Et en fait, à son retour de la guerre, il a complètement éprouvé le besoin d'être totalement libre. Et pour moi, il incarne, parce qu'il va d'endroit en endroit, il vit au jour le jour, il fait des petits boulots quand il a besoin d'un peu d'argent. Et en fait, pour moi, il incarne à la fois les hobos, c'est-à-dire qui fait partie de l'imaginaire des marginaux et de la mobilité américaine, c'est-à-dire que les hobos étaient les travailleurs itinérants, puis c'est aussi ceux qui empruntent les trains comme ça de marchandises pour circuler. Et donc il a à la fois, pour moi, une incarnation de ça, de hobos, et puis de Kerouac, des romans de Russell Banks, Bukowski. Voilà. Et donc c'est vrai que, en tout cas, moi, tout ce travail, il est nourri de cet imaginaire-là, parce que c'est ma culture aussi, musicale, littéraire. Et d'ailleurs, le titre de la série, Outre-monde, se réfère à un roman de Don DeLillo. Par exemple, les raisins de la colère. Il y a vraiment cet écho-là que j'ai retrouvé en étant sur place, c'est-à-dire des choses complètement intemporelles, avec des personnages qui vivent dans la poussière. Et là, j'y suis retournée en mars. Il y avait des tempêtes de poussière. Et on le voit dans le film, enfin, c'est justement ce que j'ai aussi développé dans le film, c'est-à-dire ce climat, ce vent, cette poussière, cette lumière qui est quand même, qui est à la fois fascinante, mais qui est à double tranchant, quoi. Elle met KO tout le monde. Pour moi, c'était indispensable de vivre là, parmi eux, et dans des conditions similaires, même si c'était le temps de 2 mois.
Et donc j'ai recruté une jeune femme qui s'appelle Amy, qui a un passé aussi très proche des Slebers. Et toutes les deux, on s'est organisées, on a trouvé une vieille caravane. On a passé 10 jours avant d'arriver avec notre caravane, le temps de... On allait tous les jours à Slab City pour se familiariser avec le lieu, pour rencontrer les gens, pour préparer notre venue, pour aussi demander des conseils parce qu'on ne savait pas s'il fallait, je ne sais pas, s'installer une douche solaire, des toilettes sèches, quel type de panneau solaire plutôt qu'un autre, ou un générateur. Et donc, voilà, on a passé 10 jours où on a commencé à nouer des liens. Et en fait, on a demandé la permission pour s'installer sur un campement qui nous plaisait par rapport à, on va dire, ces interactions, parce que c'est un espace, je ne sais pas, qui fait peut-être 4 km², avec des campements très différents, des ambiances très différentes. Et c'est un peu comme une ville, hein. Il y a des quartiers où il vaut mieux être que d'autres. Et donc voilà, on a été acceptés sur un campement. Puis au départ, mon idée, c'était de rester là 3 semaines et ensuite de sillonner les alentours pour aller vers les bases militaires, vers la frontière mexicaine. Et finalement, on est resté 2 mois à Slab City. Tellement il y avait... déjà, ça prend du temps de s'immerger là, de passer comment dire, au-delà de cette image très apocalyptique dont souffre Slab City, parce que c'est l'image qui est donnée constamment dans les médias, mais qui est réelle, hein. Au premier abord, il y a une espèce de chaos qui nous saute à la gueule. Et donc, il nous a bien fallu 3 semaines pour commencer à se sentir à l'aise. On a commencé à se faire des amis. Et puis, en fait... moi, je m'étais présentée tout de suite comme artiste, photographe, mais artiste. Mais bon, pour les Slebers, ça ne faisait pas tellement de différence parce que c'est vrai que c'est un endroit qui est pas mal photographié et ils ont eu pas mal de mauvaises expériences par rapport à cette image toujours déglinguée qui est donnée d'eux, toujours les junkies qui sont mis en avant parce qu'il y a un côté très spectaculaire et qui fait vendre dans les magazines. Et donc, évidemment, il y a eu pas mal de méfiance au début, mais après, nous, on vivait là. Et donc, notre quotidien, c'est-à-dire cette gestion du quotidien, de devoir s'alimenter en eau, de galérer, on avait une caravane qui tombait constamment en panne. Donc, on menait un quotidien aussi d'entraide mutuelle qui a fait que petit à petit, on est rentré, on a fait partie de la communauté. Et c'est seulement au bout de 3 semaines, 1 mois que j'ai commencé à faire des images. Mais des images à la chambre technique de paysage, parce que je ne voulais pas commencer tout de suite à photographier les gens. Et en fait, c'était une façon de circonscrire l'espace, c'est-à-dire de partir du plus éloigné pour finalement arriver aux gens. Et qu'eux me voient un petit peu avec cet appareil qu'ils ne connaissaient pas et qui permettait aussi un échange autour de l'image. Et puis voilà, après, on s'est rapproché de Nicolas, ce jeune évangélique qu'on voit dans le film. Et qui nous a amenés tout doucement vers Pasteur Dave et The Ministry of Church qu'il a constitué. C'est là un peu où on s'est recentré les dernières semaines et on a passé tout notre temps sur ce campement. Mon premier souvenir, c'est le travail de Robert Frank. C'est ça mon premier souvenir. C'est-à-dire que ça a été son travail, les Américains, que j'ai découvert quand j'avais 20 ans. J'étais toute jeune, je commençais un peu la photographie et à travailler au Polaroid. Et il y avait tout ce travail qu'il avait fait bien plus tard aussi
au Polaroid qui m'avait beaucoup touchée. Et ça, c'est vraiment, je pense, mon premier grand coup de cœur et qui est toujours là, en fait. Il y a déjà celui il y a 11 ans, quand j'avais reçu le prix Découverte. Donc c'était déjà je reviens à Arles avec déjà un très beau souvenir, quelque chose qui a vraiment marqué aussi une visibilité, qui a donné une visibilité à mon travail. Et puis là, je dirais que pour le moment, c'est l'intensité de la préparation de l'expo, c'est le travail d'accrochage que j'ai fait avec Michel Poivert il y a 10 jours, où on a échangé aussi avec Sam Sourdze. Et ça, c'est quand on voit les choses, on donne vie à ces images, on donne vie à ces gens que je côtoie. Et c'est ça, pour le moment, qui est là, au-delà de festivités et tout ça.